de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, messieurs les membres du corps diplomatique, monsieur le recteur de l'UCAD, messieurs les doyens, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, mesdames, messieurs les académiciens, mes chers collègues, chers étudiants. Je voudrais avant tout m'incliner à la mémoire d'un homme qui fut un professeur émérite et à qui je dois mon orientation en neurologie, le professeur Marc Sankalé. Il a été enterré hier à Marseille. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Et aussi saluer mes maîtres qui ont contribué à ma formation, le professeur Henri Collomb, initiateur de l'ethnopsychiatrie, et le professeur Michel Dumont. Et enfin, remercier tous mes collaborateurs, puisque la médecine, c'est comme la marine, c'est un corps. Le chef n'est rien sans ses matelots. Ils m'ont permis de gravir les escaliers de, je ne sais pas, de la notoriété, donc je dois les remercier. Monsieur le ministre, chers collègues, accepter de venir prononcer une conférence à l'UCAD est une obligation et un devoir de reconnaissance envers une institution qui m'a formé et tout donné. Donc l'acceptation de cette conférence était facile pour moi. Beaucoup plus difficile était le choix du thème. Compte tenu de la diversité de l'auditoire, je vois des juristes, des économistes, des fondamentalistes. Pour en faire, pour les intéresser tous, c'est un choix difficile. Je l'avoue, mes souvenirs à l'école primaire où j'étais très espiègle m'ont failli choisir le sujet du rire pathologique et en ce moment me soumettre à votre rire et à vos critiques. Et finalement, puisque je suis neurologue, j'ai choisi de parler des neurosciences, d'autant plus que les neurosciences se sont ouvertes à l'ensemble des disciplines de la connaissance. Et cette ouverture, cette quête de la connaissance du cerveau recoupe cette pensée de Lucrèce. Parce qu'il s'agit de se méfier des ténèbres qui précipitent l'esprit dans l'ignorance et recoupe aussi l'idéal de l'UCAD, la lumière et ma loi. Alors, les neurosciences, qui s'occupent bien sûr du cerveau, que vous voyez là, se définissent comme l'ensemble de toutes les disciplines scientifiques qui étudient le cerveau tant du point de vue de sa structure que de son fonctionnement depuis l'échelle moléculaire, cellulaire, des organes jusqu'à la totalité de l'organisme. C'est un terme qui est apparu par nécessité, parce que c'est dans les années 70 que ce terme est apparu, devant l'éclatement des disciplines, de l'éclosion de ces disciplines en neurosciences,
Et il fallait regrouper tous les spécialistes pour pouvoir faire des programmes de recherche cohérents. Parce que le cerveau humain est la structure et l'organe le plus complexe de l'univers. Il contient environ 100 milliards de neurones, 400 milliards de cellules gliales, et imaginez ces milliards de connexions qui existent entre ces différents éléments cellulaires. Imaginez aussi que c'est un organe noble, puisque tout ce qui fait la personnalité est abrité par le cerveau, la pensée, la mémoire, le langage, et tout cela est possible parce que c'est un organe qui est très plastique. La plasticité cérébrale est telle que nous pouvons nous adapter à toutes les situations. Donc, grâce à sa plasticité, le nombre de permutations et de combinaisons possibles de l'activité cérébrale qui est incommensurable, le cerveau permet la perception, l'adaptation à l'environnement extérieur. Il est le siège de la conscience, de la pensée et de tout ce qui forge notre personnalité depuis les premiers hominidés. La compréhension du cerveau humain est une aventure aussi importante que ces révolutions qui ont jalonné l'histoire de l'homme, l'apparition d'un Dieu monothéiste, la révolution copernicienne, la naissance de la psychanalyse avec Freud et le décodage du génome humain. Cependant, les dérèglements du cerveau vont représenter dans un futur immédiat 25% des pathologies, bien que le cerveau soit bien protégé à l'intérieur du crâne et des méninges. Et cela a un coût économique très élevé, d'où la nécessité de comprendre le développement, le fonctionnement normal et pathologique du cerveau, ce qui représente un enjeu scientifique prioritaire et justifie que les recherches en neurosciences représentent actuellement 30% des projets de recherche et drainent des milliers et des milliers de milliards de sommes. Et cela non seulement pour la pathologie, mais par un désir sécuritaire de plus en plus important. Les neurosciences constituent l'activité principale des recherches en armement et en défense. Alors, pour arriver à connaître et à déchiffrer le fonctionnement du cerveau, il faut bien sûr des outils, et des outils très performants. Ces outils sont avant tout l'électrophysiologie. L'électrophysiologie permet de recueillir le fonctionnement immédiat et spontané des neurones. C'est l'électroencéphalographie qui a été inventée en 1929, mais qui, au fil du temps, s'est perfectionnée. Actuellement, il y a des EEG, des appareils d'EEG quantifiés, qui quantifient l'activité, le fonctionnement des neurones. Il existe la magnétoencéphalographie combinée à un champ magnétique. Les potentiels évoqués, qui sur le plan électrophysiologique vont étudier le déroulement des stimulations de la moelle au tronc cérébral
et au cerveau, permettant d'avoir des ondes suivant leur modification, on pourra savoir quel étage de l'encéphale est concerné. Et enfin, nous avons la neuromodulation qui permet d'introduire des aiguilles directement en contact avec le cerveau, de faire des stimulations profondes et d'avoir des renseignements de premier choix. Vous avez de l'imagerie structurale qui vous donne la forme de l'organe, la forme du cerveau. Ensuite, vous avez l'imagerie médicale fonctionnelle qui permet d'étudier les modifications du cerveau dans son immatérialité, par exemple la pensée, la mémoire, la pensée, la mémoire, donc c'est cette fonctionnalité, cette manière de représenter ce qui n'est pas perceptible objectivement. C'est par exemple ce qui permet de trancher le débat entre philosophes et scientifiques sur la conscience. Comme nous le verrons, la conscience est immatérielle chez le philosophe, alors que chez les scientifiques, c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut représenter grâce à l'imagerie fonctionnelle. Bon. L'imagerie structurale, c'est le scanner, c'est l'IRM, l'imagerie médicale, c'est le TEP, le SPECT. Ensuite, c'est l'imagerie computationnelle que je vais illustrer. Voilà. Ici, vous avez un scanner. Des images de scanner. Voilà, on voit la morphologie du cerveau. Et le scanner sert surtout à chercher. Le scanner sert surtout à chercher des lésions. Vous voyez ici, ce malade a saigné. Vous voyez la cartose, c'est une hémorragie, par exemple. Ça peut être une tumeur, une malformation vasculaire, ou bien un hématome. Ici, vous avez une image d'IRM. Vous voyez, rien ne différencie cette image de ce que nous avons appris en anatomie. On voit le cerveau, on voit l'encéphale, les ventricules, le tronc cérébral, et puis en prolongement, le bulbe, la moelle. Donc, on voit la morphologie de l'élément, et s'il y a une pathologie associée, on verra cette pathologie. Comme ici, par exemple. Voilà. Ce malade a une tumeur au niveau de l'angle. Le courant est coupé. Je pense que bon nombre d'entre vous connaissent la maladie de Parkinson. C'est ce que le pape avait. Hein? On voit sur cette image la structure qui est pathologique, qui est riche en dopamine. Ce sont les noyaux gris centraux. Donc, l'imagerie médicale fonctionnelle permet de visualiser les choses. De visualiser aussi certaines pathologies. Bon,
Bon, on avait parlé de neuromédulation, vous voyez, avec... ce sont des techniques qui sont beaucoup plus barbares. Hein. L'introduction d'électrodes à l'intérieur du cerveau. Donc, ce sont ces outils qui permettent d'étudier le cerveau dans sa fonctionnalité essentiellement. Alors, les enjeux des neurosciences sont dus à l'importance de la pathologie neurologique, je dirais de la pathologie neuropsychiatrique et de la pathologie neurosensorielle. Ce sont les enjeux principaux des neurosciences. D'abord, les accidents vasculaires cérébraux. Ces accidents vasculaires cérébraux, vous en avez tous entendu parler. Accident, vous avez brutalement un homme qui perd sa motricité, ça peut être la moitié d'un corps, une hémiplégie, ou bien qui perd le langage, qui ne peut plus parler. L'exemple que je donne, c'est un exemple typique de l'esprit des femmes. Je reçois un malade qui a un accident vasculaire cérébral. J'interroge son épouse pour le déroulement de la maladie. Elle me répond, docteur, c'est simple. Nous sommes mariés depuis 25 ans, rien ne lui est arrivé. Je prends une deuxième épouse il y a une semaine. Le matin, en buvant son café, il ne peut plus parler. Et son côté droit est paralysé. Voilà. 30% à 60% des hospitalisés et 30% de la mortalité. Dans les pays où existent des registres, on sait qu'en France, vous avez 150 000 personnes par an qui souffrent d'accidents vasculaires. Aux États-Unis, c'est 300 000 personnes par an. C'est un problème de santé publique majeur. D'où la nécessité de connaître les mécanismes de ces accidents vasculaires, et ça engloutit des sommes. Le coût économique des AVC représente aussi des centaines de milliards de francs. Alors, des répercussions économiques qui se chiffrent à des milliards de dollars. Bon, bien sûr, l'imagerie médicale a permis leur meilleure connaissance et leur meilleure prise en charge thérapeutique, d'autant que dans la survenue de l'accident vasculaire, il y a tout un processus, toute une cascade biochimique qui vont se dérouler pour aboutir à la mort du neurone. Maintenant, on connaît la manière dont ça se déroule. Et on sait que dans les premières heures de l'AVC, il y a des zones qui sont récupérables. Donc la notion de fenêtre thérapeutique, ça suppose que, maintenant, on le sait, durant les 4 premières heures de l'AVC, on peut déboucher l'artère. Il ne s'agit pas de faire un AVC. Si c'est une femme, on attend le mari avant de l'amener à l'hôpital, ou on va aller voir le marabout parce que c'est quelque chose qui est arrivé brutalement. Probablement, on l'a marabouté. Donc, il faut qu'il y ait toute une politique d'éducation et d'information de la population pour bénéficier de ces avancées. Et on sait que maintenant, avec l'IRM fonctionnel, que plus on agit
précocement, plus on va donner le maximum de chances de récupération. Je vous parle de thrombolyse, c'est-à-dire de médicaments qu'on injecte pour déboucher les artères. Mais maintenant, avec le développement des nanotechnologies, on va évoluer vers des nanovecteurs qui vont aller directement nettoyer l'artère. Donc, il y a tout ce problème. Alors, on sait que actuellement, 20% des épileptiques n'ont pas de traitement efficace. Et les dernières molécules efficaces coûtent excessivement cher. L'une des molécules de dernière génération, comme la dépakine, c'est 10 000 francs à peu près la boîte. Quand vous devez prendre, il y a 30 comprimés, si vous devez prendre 3 comprimés par jour, bon, en Europe c'est facile puisque vous êtes remboursé, mais ici ça pose des problèmes de solvabilité. Alors, ces 20%, il faut faire des recherches. Et c'est là où la stimulation corticale et avec l'aide des nanotechnologies, aller jusqu'au niveau de la zone épileptogène et appliquer un traitement médical permettra d'avoir la solution de ces 20% d'épileptiques non traités. Ensuite, vous avez les maladies dégénératives. Ces maladies dégénératives posent des problèmes ici parce qu'il y a une corrélation entre la dégénérescence et la consanguinité. Et on sait qu'on est une société où les mariages consanguins sont fréquents. Et la transmission des gènes d'une famille à une autre se fait beaucoup plus facilement. Et enfin, avec le vieillissement de la population, ces maladies dégénératives deviennent de plus en plus fréquentes. C'est le cas de la maladie d'Alzheimer, dont la prévalence augmente avec l'âge. Quand vous avez 80 années, vous avez 85% de chances d'avoir une maladie d'Alzheimer. La maladie de Parkinson se voit à partir de 50-60 ans. La population vieillissant, donc ces maladies vont devenir de plus en plus fréquentes. Bien sûr, je vous ai montré tout à l'heure dans une image de PEC, à l'imagerie fonctionnelle, les lésions des noyaux gris centraux au niveau de l'IRM, mais dans la majorité des cas, ces maladies dégénératives n'ont pas de traitement. Et le traitement futur va se trouver dans la convergence des nanotechnologies, de la biologie cellulaire et moléculaire, qui vont miniaturiser les traitements et aller soigner les cellules et les membranes malades. L'exemple qu'on peut citer actuellement, c'est la myopathie de Duchenne, qui atteint surtout les jeunes garçons, où on devient paralysé progressivement. Jusqu'il y a 2 ans, il n'y avait pas de traitement. Maintenant, ce sont des malades qui, dans 13% des cas pour le moment, peuvent bénéficier d'une thérapie génique. C'est-à-dire, on va opérer le gène. Voilà. Quand vous pensez la structure du gène, qui est infiniment petit, il n'y a que les nanotechnologies qui permettent d'accéder à ces gènes et à les opérer. Ensuite,
L'autre enjeu, ce sont les maladies sensorielles, dont la prévalence augmente au fil des années. La cécité, les sourds. Et on sait que ces sourds ou ces aveugles ne le sont pas parce que leurs yeux est malade. Bon, quand vous êtes aveugle parce que vous avez une cataracte, on vous opère, vous guérissez. Quand vous avez une surdité, on vous met un appareil. Vous entendez? Mais ce qu'il y a, c'est que les structures nerveuses de ces organes sensoriels peuvent être intéressées. Au niveau de la rétine, en ce moment maintenant, avec les nanotechnologies, on fait des implants qui remplacent les cellules rétiniennes. C'est ce qui se passe dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et les gens arrivent maintenant à voir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on ne voit pas avec ses yeux, on voit avec son cortex visuel, avec son cerveau. Et c'est là où l'étude des neurosciences permet de répondre et de guérir ce qu'on appelle, nous, les cécités corticales ou les surdités qui sont d'origine corticale. Maintenant, on arrive avec ces progrès à les soigner, mais ce sont des défis majeurs, ça coûte cher. Ce n'est pas M. Cour qui pourra en bénéficier. Autre enjeu des neurosciences, ce sont les traumatismes crâniens. Surtout dans nos sociétés où, pour de multiples raisons, les accidents de la circulation vous tuent ou vous rendent handicapés à vie. Les comas qui surviennent au cours de ces traumatisés du crâne, qui ont bénéficié de recherches, on arrive à déterminer exactement les zones cibles qu'il faut privilégier et traiter. Et on arrive en ce moment à les sortir de leur coma et à leur faire reprendre une vie normale. Prenez l'exemple du Sénégalais qui a eu un traumatisme crânien sévère et l'exemple des pilotes de Formule 1 qui peuvent bénéficier justement de ces recherches, comme Schumacher. Ça, c'est le fruit de la recherche. Schumacher aurait fait son accident au Sénégal, bon. On n'aurait même pas parlé de trahison du secret médical, des gens qui ont vendu leur secret, son dossier médical à la presse. On aurait plutôt visité sa tombe. Ensuite, il y a, dans une société où il y a de multiples stress, des maladies psychiatriques. Les maladies psychiatriques sont très fréquentes. Dans le monde, quand vous prenez 1000 personnes, les 2 sont déprimés. La dépression touche 2 pour 1000 de la population. L'anxiété, 4 pour 1000. La schizophrénie qui touche essentiellement les enfants, les adolescents aussi, sont tout aussi importants. Donc ça pose des problèmes de santé publique et les molécules dont nous nous servons en pathologie
psychiatriques remontent aux années 60. C'est le largactyle. Essentiellement, les neuroleptiques. Bien sûr, il y a eu un perfectionnement de ces molécules, mais l'avenir du traitement de ces maladies, parce que nous savons maintenant que ce ne sont pas des maladies comme on les classait avant. On disait, vous avez des troubles mentaux, le scanner, l'EEG est normal, c'est psychiatrique. On sait maintenant que ces maladies psychiatriques, il y a des causes génétiques, il y a des anomalies au niveau des synapses, il y a des anomalies notamment dans la conduction, dans le transport axonal. Voilà. Vous avez là, oui, bon, voilà. Ça marche, d'accord, je peux faire ça. Alors, là, vous avez une neurone avec ses axones que l'on voit, et puis les synapses dont on a parlé dans l'introduction. On sait que le fondement de ces maladies se trouve là, dans l'altération du transport des éléments dont le neurone a besoin pour fonctionner. C'est le transport axonal qui est altéré, et avec le décodage du code neurologique, du code de la neurone, du neurone du moins, on pourra en ce moment traiter ces affections psychiatriques que sont la schizophrénie notamment. Et puis, il y a des affections neuropsychiatriques, c'est-à-dire des affections qui associent des troubles neurologiques et des troubles psychiatriques tels que la maladie de Huntington. C'est en étudiant la maladie de Huntington qu'on s'est rendu compte de tout ce qu'il y a comme désordre moléculaire au niveau du transport axonal. Je vous l'ai dit que le mode d'organisation du cerveau, sa plasticité, ont fait que les neurosciences ont envahi pratiquement tout ce qui est connaissance au niveau de la société. Alors, vous avez des enjeux sociétaux. Ces enjeux sociétaux, c'est avant tout, bien sûr, l'économie. Là, il existe le concept de neuroéconomie, de neuromarketing. Basé sur l'exploitation de la décision. On sait que la décision n'est pas toujours un acte conscient. Dans 65%, le consommateur agit de manière automatique. Et c'est sur ça que la publicité agit. Il faut distinguer, d'ailleurs, le neuromarketing de la neuroéconomie. Le neuromarketing, c'est un marché de dupes. Elle est basée sur la publicité. On sait qu'un individu normal, arrivé à 65 ans, il a au moins vu 2 millions de spots publicitaires. La publicité et la notoriété. L'exemple que je peux vous donner, c'est Coca, Pepsi. Si vous prenez un groupe de consommateurs, vous leur donnez Coca-Cola et Pepsi, vous leur demandez de faire une dégustation, ils vont dire que le Coca-Cola est meilleur.
Mais si vous leur donnez du Coca et du Pepsi sans étiquette, ni absolument rien, il n'y aura pas de différence. Pourquoi? Parce qu'il y a la notoriété de la marque, parce que le budget de publicité de Coca-Cola est supérieur au budget du Sénégal. La notoriété aussi joue dans nos choix. Ce n'est pour rien qu'on vous montre un cow-boy qui représente la virilité, le combat dans la publicité des tabacs. Ou bien qu'on vous montre un champion de Formule 1 dans la publicité d'une montre. C'est la notoriété. C'est une publicité qui est truquée. C'est pourquoi je dis le neuromarketing, c'est un marché de dupes. Par contre, la neuroéconomie, c'est une discipline. Il ne s'agit plus, comme dans le marketing, d'agir au niveau du cerveau primitif, du système limbique qui gère les émotions. Dans le neuromarketing, on apprend à agir de manière consciente. C'est beaucoup plus le néocortex qui va aider à choisir. Et maintenant, c'est une discipline qui est enseignée dans les universités. Alors, il y a aussi des enjeux, bien sûr, éducationnels. Ce sont les méthodes d'apprentissage. Ces méthodes d'apprentissage ont beaucoup bénéficié des neurosciences, notamment de l'étude du rêve et du sommeil. On sait que c'est au cours du sommeil que le cerveau dégomme toutes les informations qui sont devenues inutiles. C'est comme quand votre ordinateur est saturé, vous enlevez beaucoup de données qui paraissent inutiles. La nuit, durant le sommeil, le cerveau supprime et renforce la mémoire en enregistrant toutes les données qui sont utiles. Et le sommeil, par exemple, d'un homme est composé de 20% de sommeil profond qu'on appelle sommeil paradoxal. Parce que le malade, enfin, celui qui dort, paraît coupé de la réalité. Mais en fait, son cerveau est très actif. C'est pourquoi on parle de sommeil paradoxal. C'est durant ces 20% de sommeil que les apprentissages, tout est enregistré par le cerveau pour pouvoir être restitué plus tard. Il y a aussi des enjeux philosophiques. Ces enjeux philosophiques tiennent du fait que pour le scientiste, la pensée, la conscience sont des données immatérielles. Je ne peux pas savoir en regardant Kader Boy ce qu'il pense en ce moment. Par contre, pour les spécialistes de neurocognition, avec l'IRM principal, on peut voir que telle zone de son cerveau est active quand il m'écoute, ou que telle zone de son cerveau est inactive, donc inattentive. Donc
c'est le débat entre philosophes. Bon, ce n'est pas un débat qui est nouveau. Bon, on sait que pendant très longtemps, les philosophes, depuis l'Antiquité, se sont intéressés au cerveau. Bon, depuis Socrate. Socrate a été le premier à localiser la cause de l'épilepsie dans le cerveau, de même que le langage. Et même à savoir que les personnes qui ont des lésions au niveau de l'hémisphère gauche ont des troubles du langage. Ça, Socrate le savait déjà. Aristote aussi disait que tout ce qui est mécanisme de pensée était dans le cerveau. Ensuite, on sait que d'autres philosophes, dont certains étaient des médecins, par exemple, les philosophes qui sont là, bon, au niveau de l'école normale supérieure, Canguilhem, qui était médecin, qui a fait sa thèse sur le normal et le pathologique. Ensuite, bien avant, Freud a fait écrire l'esquisse de la psychologie scientifique. Et enfin, on sait qu'un grand philosophe disparu il y a quelques années, Michel Foucault, a fait toute sa carrière en étudiant la folie, le plaisir, soit dans des prisons, soit à Sainte-Anne. Bon, mais ce débat est nouveau depuis que l'imagerie médicale a fait irruption dans le champ cognitif. Voilà, là, je vous donne une image de l'indécision. Parce que dans 60% des cas, on ne sait pas comment. On agit automatiquement. On n'analyse pas. Quelqu'un de normal va agir autrement. Bon, c'est lié au fait que dans l'indécision, notamment dans le marqué, le ciblage se fait ici, au niveau de la partie du cerveau qui est commune à beaucoup d'espèces. Par contre, dans la neuroéconomie et en neurophysiologie, on voit les zones qui sont intéressées par la conscience et dans des choix rationnels. Là, je vous montre que des images de la conscience, d'un sujet qui est conscient. Vous voyez, un sujet normal. Par rapport à quelqu'un qui a un état végétatif ou un autre qui est peu conscient. Je vous avais dit, plus c'est rouge, d'autant c'est actif. Moins c'est rouge, c'est plus actif. C'est par le spectre. Alors, quelles sont les perspectives des neurosciences? Ces perspectives, je l'ai déjà évoqué, tiennent de la convergence des nanotechnologies, de la biologie, de l'informatique et des sciences cognitives. Ce qui retarde ce décodage, c'est la puissance des outils dont nous disposons pour le moment. Les scanners dont on dispose dans nos hôpitaux, que ce soit ici ou ailleurs, sont de l'ordre de 64 barrettes. Le plus sont 16, 32 ou même 2 barrettes. Alors que pour voir ce qui se passe à l'échelon de la cellule et des synapses, il faut des scanners de l'ordre de 250 barrettes.
Et il en est de même de l'IRM fonctionnel. Les IRM dont nous disposons actuellement sont de l'ordre de 0,3 à 0,7 Tesla. Et dans les centres de recherche les mieux outillés, ce sont des IRM de l'ordre de 15, 14 Tesla. Et il faudra nécessairement des IRM fonctionnels supérieurs à 20 Tesla. C'est ça qui nous permettra de voir, je vous l'ai montré tout à l'heure, ce qui se passe dans ce bout, dans la synapse, à l'échelon moléculaire, et aussi au niveau du neurone, à l'échelon cellulaire. Ce décodage, associé au décodage complet du génome humain, va nous mettre dans un autre monde. Dans un monde si différent que, par exemple, que l'homme qui, au début du XVIIIe siècle, à qui on dit on va aller sur la Lune. Ça aura la même perspicacité. Donc la convergence de ça, qui fait l'objet de recherche, va aboutir à l'allongement de la durée humaine. Vous pouvez être sûr que l'homme qui aura 1000 ans est né aujourd'hui. L'homme qui aura 1000 ans est né aujourd'hui. Ça, c'est un. Ensuite, nous aurons par rapport à nous d'autres types d'hommes qui seront bardés au niveau de tout leur corps et de tous leurs organes de puces. Ce n'est plus l'homme qui va sécréter ou élaborer des systèmes de défense, mais c'est la microbiologie associée à la microtechnologie de l'infiniment petit qui va se charger de la réparation. Et ce, d'autant plus que nous autres médecins, nous serons des médecins de notre âge, des médecins archaïques. Parce qu'on va évoluer vers la médecine numérique. Tout le corps va être numérisé. Non, tout le corps. Vous pouvez, demain, sur votre ordinateur, votre cœur fonctionner, le sang circuler, ce qui se passe dans votre cerveau, bon, c'est l'homme numérisé. Les hôpitaux seront des hôpitaux numériques, avec un apprentissage de la médecine basé sur d'autres types d'apprentissage. Ensuite, on aura de plus en plus la notion de ce qu'on appelle de l'homme augmenté. Les capacités de l'homme, les déficiences de l'homme vont être corrigées. C'est l'homme augmenté, le surhomme. Et l'importance des nanotechnologies, de la biologie et autres au niveau
de notre existence sera telle qu'on parlera de post-homme. C'est tout le débat qu'il y a au niveau de la société sur le transhumanisme. C'est important. Parce que quand vous agissez sur les mécanismes de la vie et de la mort, au point de rêver d'aboutir à l'immortalité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la notion de récompense et de punition en enfer ou au paradis n'existe plus. Et que comme le disait Camus, l'enfer, ce ne sera pas l'au-delà, le paradis. L'enfer sera ici avec les autres. Et cela ne sera pas sans répercussion sur la société. Déjà que nous avons des problèmes de chômage, nous avons des problèmes pour payer les retraites. Imaginez des gens qui ont cessé de travailler depuis l'âge de 60 ans et qui ont 1000 ans. Et vous aurez des problèmes, on aura aussi des problèmes démographiques. Toutes les strates démographiques vont être modifiées. Il y aura beaucoup plus de vieillards que d'adultes, de jeunes, et ainsi de suite. Tous ces problèmes devront être étudiés et réglés. Bien sûr, vous aurez le clonage humain qui pourra... Non, vous aurez le clonage humain qui pourra peut-être régler ces problèmes, mais c'est un débat de société. Alors, qu'en est-il du Sénégal? Au Sénégal, les neurosciences existent depuis 1957 avec des départements d'hospitalisation, des moyens d'exploration, EEG, la physiologie a toujours existé. Même à la faculté de médecine existait un département de neurophysiologie avec des singes pour étudier la maladie du sommeil et autres. Un service de neuroradiologie avec un scanner et puis IRM. Les ressources humaines existent puisque nous avons une quinzaine d'agrégés en neurosciences. Et la recherche aussi existe. Cette recherche en neurosciences porte essentiellement sur l'épilepsie, notamment la génétique de l'épilepsie. Génétique privilégiée du fait de la polygamie. Il est beaucoup plus d'avoir des échantillons dans une société polygame ou dans des familles nombreuses que dans une famille restreinte. Donc, il y a la génétique de l'épilepsie. Ensuite, nous avons fait des études sur les troubles du langage, notamment les troubles du langage chez le polyglotte. Quand vous possédez 3 langues, votre langue maternelle, le français, l'anglais, si vous devenez aphasique, se posera le problème du choix de la langue pour vous rééduquer. Tout le monde pense que c'est la langue maternelle. Partout, c'est ce qu'on écrit. Dans nos conclusions, non.
c'est la langue de travail. Vous concevez en français. Beaucoup d'entre vous, quand vous devez faire un discours, si vous devez faire un discours en Wolof ou en tout couleur, vous allez le structurer en français que vous traduisez en... Bon. Ensuite, bien sûr, nous avons fait le problème, le rêve. Il y a la possibilité de stimuler votre cerveau de partout. Je n'ai pas été sans penser que c'était un gâchis. Je suis croyant, mais pour moi, c'était un gâchis. Voir un cerveau qui a tant engrangé, tant appris disparaître sous terre, je pense que c'est un gâchis. Heureusement que l'évolution des neurosciences nous permet demain de récupérer que conclure, c'est que les neurosciences ne sont plus un rêve, mais une réalité. Une possibilité de traduire l'immatérialité en message. C'est un champ d'études fascinant et très fécond, qui fait appel bien sûr à de multiples disciplines et des disciplines d'avenir, qui n'est pas sans causer des problèmes d'ethnie, mais qui dans notre pays offre d'immenses possibilités. Possibilités de formation. J'entends toujours dire il y a trop d'étudiants en lettres, il y a trop d'étudiants en ceci ou cela. Mais tous ces étudiants en lettres peuvent être un jour, peuvent embrasser d'autres branches, devenir s'insérer dans ces branches, collaborer avec des fondamentalistes. Parce que l'esprit et le corps seront toujours nécessaires. Des possibilités d'emploi, parce que c'est un champ immense qui a besoin de ressources humaines. Je vous remercie.